20 sur France Culture, les matins avec un thème titre l'islam dans la ville et bien sûr aussi l'anniversaire, le 105e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Nos invités, Olivier Bobineau, Mohamed Telline et Mohamed Collin. Olivier Bobineau, je crois que vous êtes impatient de prendre la parole. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po. Vous voulez d'abord nous dire que s'il faut bien introduire le débat, il faut rendre compte des 4 conceptions de la laïcité. Vous avez 3 minutes, pas plus, sinon Slama me tape dessus après. Bien, je pense Olivier Bobineau, allez-y. Après Alain Gérard Slama, de toute façon, me tape pas dessus. Je pense en effet que... Non, pourquoi cette introduction-là? Voilà, pour parler de ce qui fait l'actualité, comme on dit, Alors, avec la rue et l'islam aujourd'hui. Quand vous interrogez les Français, chaque Français et tous... Nous, ici présents autour de la table et tous nos auditeurs ont leur conception de la laïcité. Il me semble, cela étant, que l'on peut proposer 4 types de conception de la laïcité. Qu'on partagerait tous, grosso modo, dans la société française aujourd'hui. Qu'on partagerait quelle que soit notre religion. Quelle que soit notre religion. Voilà, disons. Ou qu'on n'en ait pas. Ou qu'on n'en ait pas. D'accord. Ou qu'on n'en ait pas. Oui, attendez, croyant, non croyant. Soyons précis. Ouais. Nous le serons. Bien. 4 laïcités. D'une part, une laïcité d'opposition. D'autre part, une laïcité de neutralisation. En troisième lieu, une laïcité de composition. En dernier lieu, une laïcité de proposition. Nous y allons rapidement. La laïcité d'opposition, je pense en effet que c'est l'idée que l'État n'a rien à voir et doit s'opposer à un moment donné, tout affichage public dans les rues d'une croyance quelle qu'elle soit. Cette laïcité d'opposition conteste et attaque la visibilité du fait religieux dans l'espace public. Et cette laïcité d'opposition, c'est notamment celle qui se fonde sur le contexte de la loi de 1905, il y a 105 ans, c'est-à-dire on est celle qui illustre le mieux, 1905 illustre cette laïcité-là. Le contexte, le contexte illustre le mieux l'opposition. Et c'est celle de Alain Gérard Slama, par exemple, mais ça, nous y venons dans un instant. Ensuite, laïcité d'opposition. Deuxième laïcité, c'est celle que connaissent bien les Français et tous les élèves qui ont étudié cela à l'école et les étudiants de manière générale. C'est une laïcité que l'on trouve dans l'article 2 et que les Français connaissent bien. C'est celle qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Cette laïcité, c'est la laïcité donc, de l'article 2 à l'alinéa 1 de la loi de 1905, laïcité de neutralisation. Il y a un troisième groupe de laïcité. Cette laïcité, je propose de l'appeler la laïcité de composition. C'est l'alinéa 2 du même article 2. Qui dit quoi? Donc on trouve tout dans la loi de 1905. Bien sûr, presque tout. Il y a, pourront toutefois être inscrits au budget des pouvoirs publics les dépenses relatives aux services d'aumônerie. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il va y avoir des exceptions. D'où le nom que je propose de laïcité de composition. On va permettre aux croyants de pratiquer dans des lieux fermés, les hôpitaux, dans l'armée, dans les internats, dans les écoles, etc., dans les prisons. On va permettre aux personnes de pratiquer leurs croyances. Laïcité de composition. Article 2, alinéa 2. Mais la première laïcité qui est, et je le dis tout de suite, évidemment, la mienne, qui est celle d'Aristide Briand, qui rédige le rapport, qui rédige la loi. Et c'est l'article 1er de la laïcité. Il est principe de la loi de 1905. De la loi de 1905. Que dit-il? Une chose simple. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous réserve de troubles à l'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté de conscience à tout prix, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et là, je m'inspire de Paul Ricoeur dans un ouvrage de 95. Et donc qu'elle ne trouble pas la rue, c'est ça encore une fois, puisque c'est le thème du jour? Est-ce qu'elle ne trouble pas la rue? Qu'elle ne trouble pas la rue, mais cette loi, c'est le paradoxe, et que tous les Français comprennent souvent mal, malgré tout. Et je suis en tant que là, d'un point de vue pédagogique et en tant que chercheur, je dois le dire, on croit que c'est une privatisation de la foi. Non, la loi de 1905... elle publicise la foi, pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. La loi de 1905, chers amis, elle nous permet de pratiquer la liberté de conscience. Olivier Bobineau, vous avez rappelé, selon vous, ces 4 conceptions de la laïcité, dont vous dites qu'on les trouve, ces 4 conceptions-là, au fond, inscrites au fronton de la loi de 1905. Alors, il y en a 3. Ça veut dire, 3. Il y en a une, c'est le contexte. Mais est-ce que cela veut dire, du coup, plutôt que de faire de l'ironie qui serait un peu facile, que cette loi de 1905, il est justement important de la célébrer, puisque dans ces au moins 3 facettes-là, elle permet que chaque citoyen
citoyens se retrouvent dans cette conception de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, quel que soit son degré de croyance ou de non-croyance religieuse, c'est ça, ou de pratique religieuse. Absolument. D'où l'idée, alors, que si le sujet, aujourd'hui afférent, après la fameuse phrase de la future leader du Front National, est-ce que l'émoi public qu'il y a autour de cette phrase-là est tout de même un symptôme de ce que justement ces conceptions-là de la laïcité sont chevillées au corps des Français et que là, ils ont trouvé quelque chose qui résonnait avec cette question de rue et d'occupation, enfin, et de comparaison d'un peu étrange, Olivier Bobineau. Alors, la difficulté, si vous en une seconde, et puis Slama, et on peut enchaîner au débat. Bon, alors, une seconde, c'est que derrière, on fonctionne sur des imaginaires et une suspicion qui peut s'expliquer au regard de l'histoire, puisque la France, quand elle entend parler religion, elle entend passion, et elle entend, et ça c'est inscrit, c'est imprégné dans la République et ses institutions, elle entend la guerre entre protestants et catholiques au XVIe siècle, qui, dois-je le rappeler, est la guerre la plus violente en Europe, quand des catholiques et des protestants vont déterrer leurs morts et qu'ils vont les empaler. On n'a jamais vu ça en Allemagne, on n'a jamais vu ça dans d'autres pays, c'est en France, et dois-je le rappeler, on a sorti un livre récemment avec Marcel Gauchet là-dessus, Le religieux et le politique, chez Desclés de Brouwer, qui consiste à dire simplement, il ne faut pas l'oublier, la raison d'État est pensée par les Italiens, mais elle est appliquée précisément en France pour permettre la paix civile, parce que affrontement religieux, oui, en France, dans nos mémoires, nous avons pris conscience et nous avons encore en arrière-fond, c'est le fond de tarte de nos croyances, la passion religieuse. Et la laïcité est arrivée comme un ordre public fantastique pour permettre à chacun de vivre en bonne intelligence de la croyance ou non-croyance de l'autre. Je vous signale d'ailleurs, tiens, qu'on vient de retrouver la tête d'Henri IV, identifiée comme telle par des chercheurs. Alain Gérard Slama, alors, vous étiez, vous, de laquelle déjà laïcité, celle d'opposition, vous me reconnaissez là. Bon. Je suis d'un peu toutes, mais je crois que le et texte... votre chronique s'appelle « Avant que la République ne meure ». Vous savez, je ne tape pas à bras raccourcis sur qui que ce soit, et en particulier pas sur Olivier Bobineau, parce que sa démonstration était extrêmement intéressante et vraie, sauf que le texte, justement, inclut et fait la synthèse de ces 4 aspects. Alors, bon, moi, ce que j'observe, c'est que le retour de la crainte de l'islam en France sur le devant de la scène est une réalité. Je l'observe ne serait-ce que dans les dîners en ville. Ça devient impressionnant. On ne peut observer sans inquiétude la concomitance entre l'intérêt suscité par Marine Le Pen d'un côté, l'intérêt presque affectueux, et puis l'aggravation des démonstrations publiques de musulmans affirmant leur foi dans la rue, qui sont perçus comme autant de défis à la conception française de la laïcité. Et nous avons reçu ici le sociologue Hugues Lagrange, qui montre qu'il existe une véritable retraditionnalisation des populations concentrées dans les quartiers. C'est l'objet qu'il a étudié précisément. Je ne cherche pas à les stigmatiser. Et cette retraditionnalisation est liée à la perte de confiance de la société, de l'ensemble de la société dans ses propres valeurs républicaines et dans sa propre culture. Et que ce retour de bâton général, le backlash pour un bon français, constitue une première dans l'histoire de l'immigration quand il s'agit de générations de 2e ou 3e génération qui se retraditionnalisent. Enfin, dans les villes principalement concernées, des élus qui ne sont pas nécessairement de droite, loin de là, mettent pour la première fois en cause leur impuissance à résoudre les problèmes qui leur sont posés, non pas et non plus par l'islamisme radical, mais par l'islam tout court. Et je crois que c'est extrêmement important. Ah ben si, je peux vous le dire. Voici donc une religion exposée dans l'espace public et prise pour cible. Et disons-le, un tel retour du préjugé visant une religion particulière est lourde de menaces pour l'avenir et constitue pour la paix civile en France un véritable désastre. Alors, tout le problème qui se pose aux politiques est de résister au piège tendu par les extrémistes des deux bords qui voudraient, au nom de leur nationalisme, pour les uns, le nationalisme à l'échelle de la nation et de leur intégrisme religieux pour les autres, recommunautariser la France. S'agissant d'un débat particulièrement passionnel, j'emploie le mot parce que peut-être en effet il y a lieu de tirer les leçons de l'expérience des guerres de religion, la difficulté est grande de résister à cette tentation. Et pour y aider, je voudrais faire 2 observations. La première repose quand même sur le constat que même décomposé comme vous l'avez fait, cher Olivier Bobineau, le modèle laïque à la française a apporté jusqu'à présent la réponse la mieux adaptée à une stratégie qui est à mes yeux une stratégie aussi d'infiltration pratiquée par l'islamisme radical, celui par exemple de Tariq Ramadan. Notre pays est celui qui compte avec 5 millions de personnes la population musulmane la plus nombreuse d'Europe.
l'Europe. Et quand je dis 5 millions, je suis en dessous de la réalité. Par comparaison, les images impressionnantes du Londonistan ne doivent pas faire oublier que l'Angleterre en compte seulement 2 millions. Or, la France a jusqu'à présent été épargnée, depuis 2001 en tout cas, par les attentats djihadistes qui ont frappé Londres et Madrid. Elle a connu les émeutes des banlieues de 2005, mais ces émeutes répondaient beaucoup plus à un désir d'intégration, selon moi, et peut-être serez-vous d'accord avec ça, qu'à une stratégie de subversion. Et quelles que soient les imperfections de l'intégration à la française, il semble qu'elle représente quand même une idée, sinon un idéal, beaucoup plus désirable, et surtout qu'elle résiste mieux que le fédéralisme espagnol ou que le multiculturalisme professé par l'Angleterre ou les Pays-Bas. Alors la deuxième idée, c'est que comme le suggérait Brodel, les civilisations sont pareilles à des fleuves qui peuvent déborder mais qui auront vocation à rentrer dans leur lit. À l'intérieur, si des fidélités à des particularismes culturels sont parfaitement légitimes, je crois qu'il faut combattre les excès dans leur expression publique sans complexe. Et j'irais presque alors poussant très loin pour provoquer Olivier Bobineau que nous aurions besoin d'un Paul Bert, ce laïc de raison, tel que le décrit Jean-Pierre Soisson dans un essai roboratif, excusez le lapsus, ne l'utilisez pas s'il vous plaît, contre moi. Quant à l'extérieur, eh bien la réduction du choc des cultures, elle passe peut-être par une solution assez simple qui s'appelle le développement. Alors, la chronique d'Alain Gérard Slama à retrouver sur France Culture. Qui veut réagir à la chronique? Peut-être alors d'abord, et parce que je vois que sinon Olivier Bobineau ne vous laissera pas parler, Mohamed Telline, je rappelle, oui, sociologue attaché au CADIS et à l'École des hautes études en sciences sociales. Mohamed Telline. Justement, j'ai bien apprécié le terme crainte, la crainte de l'islam. Or, quand on a l'habitude d'être plongé dans les archives, cette crainte, on la remonte très 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 loin. C'est-à-dire que pratiquement tous les journaux du 19e siècle ont pratiquement le même discours qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire pour moi, il n'y a absolument rien de neuf. C'est le même discours. Je peux lire un journal du 19e siècle, un du début du 20e, et sans citer la date, vous allez croire que c'est... Même discours et même intensité. Même discours et même intensité vis-à-vis de l'islam, bien entendu. Oui, nous parlons toujours de l'islam. Oui. Cette crainte, elle existe. Du moment qu'il s'agit, par exemple, de la création d'un lieu de culte, d'une mosquée, vous trouverez exactement le même discours. J'ai parcouru pratiquement tous les journaux de cette époque. Bien entendu, il y a des journaux comme, par exemple, entre guillemets, Le Temps, par exemple, qui a un discours beaucoup plus modéré. Mais ça, encore une fois, parce qu'il s'agit là d'une option idéologique qui permet, dans une vision beaucoup plus tournée vers les colonies, donc d'absorber la sympathie des pays musulmans, d'absorber la sympathie des populations dominées. Mais le discours de crainte, il y est depuis... Alors, Mohamed Collin, cofondateur de SaphirNews.com, premier quotidien musulman d'actualité. Votre réaction et Olivier Bobineau. Alors, effectivement, le terme crainte est intéressant. Moi, je crois en fait qu'il y a une très grande méprise à l'encontre justement des musulmans de France. La visibilité des musulmans de France, finalement, traduit la sédentarisation de ces musulmans et de ce désir de francité. C'est ça le grand malentendu. Ils ne sont plus de passage, entre guillemets. Absolument. Voilà. Et les musulmans sont tellement bien ici, tellement français, qu'aujourd'hui, ils souhaitent tout simplement pratiquer leur religion pour ceux qui le souhaitent. Je donne un exemple, un marqueur. Par exemple, le halal, l'agroalimentaire halal qui fait aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Eh bien, on ne fait pas des tagines halal, on ne fait même pas du couscous halal, on fait de la choucroute halal. Si ça, ce n'est pas un marqueur de ce désir de francité. Et même du foie gras halal. Absolument, pour les fêtes de Noël d'ailleurs. J'ai vu ça sur votre site, justement. Saphir, alors, Olivier Bobineau, sur ces questions-là. Oui, deux choses. Dans la suite de mon prédécesseur, d'une part, et d'autre part, en réaction, une proposition à Alain Gérard Slama. La première chose, c'est que récemment, un auteur, un jeune chercheur suisse, Stéphane Lathion, a sorti un livre intéressant qui s'appelle « Islam et modernité ». Islam et modernité entre mairie et mosquée. Que nous dit Stéphane Lathion? Ce que tu viens de dire également, Mohamed, c'est-à-dire que oui, le paradoxe de cette visibilité, il ne faut pas l'oublier, ça veut dire qu'ils ont compris qu'on pouvait exprimer sa liberté de conscience et pratiquer librement le culte, ce qui n'est pas le cas, y compris pour ces musulmans, dans leur pays d'origine. Quelle reconnaissance fantastique
de la laïcité de proposition. Quelle défense manifeste et paradoxale d'une certaine façon. Alors en effet, il ne faut pas que ça aille jusqu'au trouble à l'ordre public. Et c'est là-dessus que doit porter